Donc bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter notre projet robot. Je m'appelle Arthur Coton, je suis étudiant en deuxième année de prépa. Bonjour à tous, je travaille avec Arthur, je suis également en deuxième année, je suis Simon Baudrin. Notre projet robot est assez simple, c'est un robot qui peut se déplacer tout seul dans un labyrinthe une fois qu'il est lancé avec son programme. Je vais alors commencer par vous présenter les composants qui permettent de créer ce type de robot. Pour commencer, je vais vous présenter le châssis du robot qui a été imprimé en 3D. C'est en quelque sorte un squelette qui va aider à accueillir les composants que je vais vous présenter par la suite. Tout d'abord, nous avons deux roues, accompagnées de deux servomoteurs qui vont permettre de les faire fonctionner. À côté de cela, nous avons aussi une bille avec un support qui va aider à la stabilité à l'avant du châssis. Nous avons aussi un microcontrôleur de carte Maker Uno, qui est une carte programmable qui va permettre le contrôle des autres composants. Un shield est aussi très important, car il va permettre de faire l'entre-deux entre le microcontrôleur et les composants programmables. Avec ceci, nous avons aussi besoin de 3 capteurs infrarouges VL6180X. Ce sont des capteurs qui mesurent la distance entre celui-ci et un obstacle horizontal. Pour faire tenir ces capteurs infrarouges, il faut aussi un support à imprimer en 3D. Et pour finir, nous avons besoin d'une batterie externe qui va pouvoir alimenter le robot. Tout d'abord, nous commençons par placer les deux servomoteurs dans leur place définie. Puis, ajoutons par la suite le support de la bille avec celle-ci. Deuxièmement, nous fixons les deux roues au servomoteur à l'aide de vis. Ensuite, nous plaçons le microcontrôleur sur le dessus du châssis et le fixons à l'aide de vis aussi. Sur le dessus du microcontrôleur, nous insérons le shield en faisant attention de ne rien abîmer. Par la suite, nous mettons les fils du servomoteur au shield. Après des recherches, nous savons que les fils rouges du servomoteur se placent sur l'emplacement 5 volts, les fils marrons sur le GND et les fils orange sur des ports. Pour faire tenir nos 3 capteurs infrarouges, nous avons besoin de quelque chose pour les supporter sous 3 angles différents. Pour cela, nous avons conçu et imprimé en 3D une pièce qui s'emboîtera à l'avant du châssis et permettra de les tenir. Maintenant, il ne reste plus qu'à brancher nos 3 capteurs infrarouges au shield. Tout d'abord, nous avons râpé tous les fils sur les capteurs. En s'aidant de documentation, nous branchons les fils au shield sur le bon emplacement indiqué. Et voilà, la partie assemblage est terminée. Dans cette partie, je vais vous montrer le fonctionnement du robot. Tout d'abord, on inclut les bibliothèques nécessaires au bon fonctionnement du robot. La première bibliothèque, c'est la bibliothèque wire.h qui est également nécessaire pour bien activer les liaisons entre les fils et également les communications avec le bus I2C. Ces communications se font entre la carte électronique et également les capteurs. Ensuite, on va inclure la bibliothèque servo.h pour tout simplement initialiser les servomoteurs. Et enfin, on va inclure la bibliothèque VL6580X. Et la bibliothèque il y a également un GitHub et une documentation sur lesquelles se renseigner sur la bibliothèque. Ensuite vient l'initialisation des objets. On a 5 objets. Tout d'abord les 3 capteurs, qui sont déclarés très simplement avec tout simplement le nom de la bibliothèque plus le nom de la variable. Pareil pour le servomoteur, il suffit tout simplement d'écrire servo ainsi que le nom de l'objet. On passe ensuite au void setup. Les deux premières lignes, serial.begin et wire.begin, permettent d'initialiser le système ainsi que les communications avec le bus I2C. Ensuite, on attache les deux servomoteurs sur le pin qui leur sont associés sur la carte électronique. Ici, ce sont les pins 12 et 11. Et ensuite, on peut procéder à l'initialisation des capteurs. Ça se procède en 2 étapes. Une première étape composée de 3 lignes. Pin mode, le numéro du pin. Digital write low et pin mode input. On réalise toutes ces étapes parce qu'on a besoin en fait de mettre une tension quasi nulle sur les bandes de
Et on ne peut pas écrire tout simplement digital write low, puisque la fonction n'a pas les mêmes propriétés selon si on l'utilise sur une entrée ou sur une sortie. C'est pour ça qu'on passe d'abord en sortie, puis en entrée. Et ensuite, la deuxième étape, ça va être d'initialiser les paramètres du capteur. On commence avec point init, que réveille entre guillemets le capteur pour lui passer les bons paramètres. On a également pour cette adresse ici 30. On aurait pu nous-mêmes interagir avec ces bus de communication, mais c'est surtout qu'il y a beaucoup plus de composants, en tout cas quand on est beaucoup plus versé dedans, on a préféré personnellement utiliser les pins digitaux, comme on a vu plus tôt avec Digital Write, afin de différencier les différents capteurs. On a également ensuite PointWriteReg qui permet de calculer le temps maximal de convergence, il y a 30 millisecondes. C'est très important, capturer assez proche mais pas trop non plus lointaine. Parce que si on fait ça, la distance va être pas assez précise. Donc on a besoin d'une valeur assez moyenne. Ensuite on a PointWriteReg qui permet de calculer la période d'intégration. Mais cette fois-ci de la mesure de lumière ambiante. On ne met pas une mesure trop petite ou trop grande pour éviter les scintillements de lumière artificielle. Ensuite, on a la fonction setTimeout ici qui est réglée à 500 millisecondes, qui permet tout simplement de mettre un timeout au cas où l'architecture du système viendrait à rencontrer une erreur. Si on avait mis un timeout de 0, alors le timeout ne se serait jamais occurré, mais c'est un cas qui est assez complexe et assez dangereux même pour l'architecture du système. On a enfin un point stop continu qui permet d'arrêter le mode d'enregistrement continu des capteurs, puisque ce n'est pas le mode qu'on va utiliser pour l'instant dans ce projet. Comme on l'a vu au capteur gauche, on n'a plus qu'à refaire la même manipulation avec le capteur qui est devant pour le 7 et celui qui est à droite pour le 5. On met un délai de 300 millisecondes pour être bien sûr que toutes les modifications s'enregistrent bien. Puis on peut activer le mode souhaité sur les trois capteurs, qui est le mode intervalle en continu, que l'on règle avec une période de 100 millisecondes, qui va permettre de prendre une mesure de distance toutes les 100 millisecondes. On entre enfin dans le void loop. On commence tout d'abord avec une série de prints qui n'ont pas beaucoup d'utilité, et donc qui nous aident nous-mêmes lors des tests et des prototypes avec l'ordinateur du robot. On peut voir que les distances de range et sont affichées dans le log à chaque fois. On a également un print de timeout au cas où il y aurait un problème. Et maintenant on arrive dans le comportement pur et dur du robot. Tout d'abord on a un premier if. Si le capteur devant ne capte pas d'objet à moins de 70 mm, alors ça veut dire qu'on peut avancer. Et donc on écrit les servomoteurs.write et une valeur d'angle. On met un délai de 150 pour être bien sûr d'avoir moins de ça, mais également pour être bien sûr d'avancer correctement. Les deux angles des servomoteurs ne sont pas pareils, ne seront pas pareils par la suite, car on a constaté qu'avec des angles égaux, en fait, le robot ne va pas droit, il y a une roue qui tombe plus vite que l'autre. Et cet angle-là permet d'avoir une course la plus droite possible. Ensuite, on passe sur les if qui vont nous permettre de tourner. On a deux grandes conditions if pour la gauche et également pour la droite. On a tout simplement if le capteur de gauche reconnaît un obstacle à moins de 190 mm, et qu'il y en a également un à 150 mm. Alors, on peut tourner à droite en bloquant la roue de droite pour pouvoir pivoter dessus grâce à la roue de gauche qui, elle, continue d'accélérer. On met un délai légèrement moins grand pour être sûr de ne pas continuer à tourner alors que le virage est fini. Sinon, s'il n'y a pas d'obstacle à moins de 150 mm, mais qu'il y en a un sur la gauche à moins de 190, ça veut dire qu'on se rapproche du mur du couloir. Et tout ce qu'on a à faire, c'est redresser légèrement la route du robot
et on fait ça en mettant deux angles différents de vitesse. Même chose quand il y a un obstacle sur la droite, on tourne à gauche en bloquant cette fois-ci la roue de gauche et en pivotant sur celle de droite. Tout au long du projet, nous avons rencontré de nombreuses difficultés et obstacles qu'on a dû surmonter afin de pouvoir avancer dans notre projet. Ce sont des difficultés qui nous ont retardé dans notre avancement et c'est dans cette partie que je vais vous expliquer clairement quels ont été les problèmes majeurs. Un premier problème, je dirais, serait l'impression du support. Quelle taille il fallait donner au support, comment pouvoir attacher les capteurs dessus, comment pouvoir l'attacher lui-même au châssis du véhicule. C'est tant de questions qu'on s'est posées afin de répondre à cette problématique. On a pris toutes ces questions et ces informations en tête et on a essayé de faire un premier prototype de support. Ce support malheureusement n'était pas conforme à ce qu'on recherchait. Il était beaucoup trop imposant déjà pour le châssis et lorsqu'on essayait de faire avancer le véhicule, eh bien ça ne marchait pas vraiment. Ça retardait plus l'avancée qu'autre chose. Et de même, on avait beaucoup de difficultés à attacher les capteurs sur ce support-là. On a donc pris en compte les modifications à faire et tout ce qui n'allait pas par rapport au prototype, et on a réussi à sortir une deuxième version du support, un peu plus compacte et beaucoup plus facile en termes d'attache, et on l'a gardé. Un deuxième problème, je pense, vient de la réalisation du code et de la programmation du robot. Le gros problème, c'est surtout les librairies. Comme on ne connaissait pas les librairies, on a eu beaucoup de mal à trouver des informations dessus, sur le net et sur les documentations, sur les références également. On a eu beaucoup de mal en fait à trouver ce genre d'informations et les nombres de variables, de fonctions à utiliser et comment les utiliser surtout. Et même en ayant trouvé la documentation, on a dû passer beaucoup de temps sur des forums, sur des vidéos, sur les références de documentation, afin de comprendre comment chaque fonction interagissait l'une avec les autres pour pouvoir mettre en place l'initialisation des capteurs. Même après ça, on a dû régler les problèmes de roue, les problèmes de code, même au niveau des variables. Mais au final, on a su s'en sortir grâce à une méthode de recherche qui nous a été prouvée utile. Un dernier problème, je dirais, majeur qui nous aurait un peu empêché d'avancer, c'est le fonctionnement des servomoteurs, puisque dans le code, j'en ai un peu parlé dans la partie précédente, le code pour un même angle de servomoteur, les servomoteurs n'agissaient pas à la même vitesse. Ce qui était un gros problème, puisqu'on ne pouvait pas garder une ligne droite lors d'une course en fait pour le robot. Ce qu'on a dû faire, c'est procéder étape par étape et tester chaque valeur pour l'un comme pour l'autre de servomoteur afin de faire en sorte que le robot puisse aller dans une ligne la plus droite possible. On a pu survenir avec ce genre de valeur. On a eu également d'autres types de problèmes par rapport aux roues. Certaines fois, les roues n'allaient pas dans le même sens, bien elles allaient carrément à l'envers par rapport au sens du robot, et on a dû changer ce genre de problème, notamment en changeant l'angle des servomoteurs ou bien en changeant le branchement des servomoteurs par rapport aux pins sur lesquels on les avait installés. Donc pour conclure, ce projet nous a beaucoup appris sur la fabrication et la conception d'un robot de ce type. Tout au long du projet, on a rencontré de nombreux problèmes qu'on a su surmonter grâce à notre travail d'équipe, mais surtout grâce à notre travail acharné, notre esprit de recherche et d'analyse critique. Ce projet a été très intéressant pour nous et nous espérons faire aussi bien lors de la réalisation de futurs projets. Et merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo.